Vous écoutez l'épisode 288 du podcast Web et Tech pas comme les autres. Les Technos, c'est une revue de presse hebdo concoctée par nos chroniqueurs qui ont à cœur de choisir leurs infos sur d'autres critères que le sens du courant, par exemple. Il est donc question cette semaine de Dark Market, la plus grande place de marché illégale du monde, du CES, le plus grand salon technologique dématérialisé du monde, Social Lars, la start-up chinoise victime de la plus grosse fuite du monde. Vous l'avez compris, on est dans la démesure la plus totale cette semaine. On causera aussi de bannissement, de changement pour Signal, de start-up belge cette semaine. N'hésitez pas à réagir, à partager ou à commenter cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Bonne écoute. C'est un nouvel épisode que nous enregistrons comme toujours en direct, je dis comme toujours, mais en tout cas depuis quelques mois maintenant en direct sur Twitch, donc si vous nous suivez en direct, vous êtes évidemment les bienvenus, on jettera un petit coup d'œil de temps à autre sur vos commentaires et on s'en fera l'écho évidemment durant cet épisode que nous allons passer avec ces deux garnements. D'un côté j'ai Xavier, salut Xavier. Salut. Et puis on parlera des cheveux après, hein. Et puis Sébastien également est avec nous cette semaine, deuxième épisode de l'année 2021, soyez tous les deux confortablement installés, je suppose que tout va bien. La semaine s'est bien passée, le début d'année aussi, je pense. Voilà, enfin pas trop mal, ça dépend pour qui. On va dire ça comme ça. Il y a du bon et du mauvais, on va dire. On va parler 2 secondes de cette coupe de cheveux. Alors, il faut qu'on le rappelle, en Belgique, on a décidé, pour se prémunir du virus, de fermer les coiffeurs. Voilà, c'est ça. On fait pas grand-chose d'autre, mais les coiffeurs, on a décidé, enfin, quelqu'un a décidé à un moment donné, voilà, le coiffeur est coupable. C'est assez logique. Et donc, du coup, Xavier a les cheveux qui poussent. Voilà, moi, j'ai encore les cheveux qui poussent, et comme je respecte les règles, j'ai quand même limité un petit peu la pousse en prenant la tondeuse pour couper, raccourcir un peu quand même sur les côtés derrière, mais au-dessus j'ai pas encore osé, voilà, pour pas finir comme MacGyver. Ouais. mais voilà, il va falloir y passer quand même à un moment, sinon j'aurai la coupe mulet comme on dit. Oui. Il y a une petite odeur des années 80. Hein. Oui, c'est ça, un petit côté, voilà. Est-ce le pull de Tintin ou... Tu vois, ça pousse aussi chez toi, mais t'avais de la marge encore. Hein, Oui, mais ça va vite, moi ce sera réglé dans les 2-3 jours. On va dire merci. On veut dire merci à ceux qui nous ont laissé des messages, celles et ceux qui nous ont laissé des messages. Natacha, c'est notre auditrice à nous, c'est la nôtre, on n'en a qu'une, et on en prend soin. Merci Natacha pour tes commentaires, merci à Eric Bourdin, merci à Battant, Jean-Pierre Fabulas, Toumoisi 59, Sébastien Boireau, Didier Lutti, Arlo Saga, Pierre Laure, Christophe Simonis, Johan, Jonathan Esteves, Xavier Wautier, Jean-Michel Rému, Nico Mouk, ainsi que Dumbbell. Merci à vous de nous avoir laissé des messages. En général, les messages, ils tombent sur notre chaîne YouTube, mais vous pouvez en laisser également, bien entendu, sur notre chat quand on enregistre, et puis sur notre site lestechno.be, là également, et sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc. Qu'est-ce qui se passe? C'est un appel, mais j'aurais dû être silencieux. Voilà, c'est un appel pas silencieux, du coup, voilà. On peut peut-être, si vous le voulez bien, entamer notre abécédaire. Et d'entrée de jeu, on attaque avec la lettre C. Comme CES, parce que le CES a débuté en ce début de semaine. Et il m'est apparu intéressant, il lui est apparu à lui aussi intéressant, d'avoir son avis, l'avis de Thierry, qui nous rejoint pour cet épisode et pour ce sujet préférentiellement. Thierry, toi qui as l'habitude d'aller en présentiel au CES chaque année, accompagné d'une délégation suisse de start-up, tu as donc un petit coup d'œil, un petit avis à nous donner sur le CES Mouture 2021. Oui, bonsoir à tous. Bonjour à tous, c'est selon. C'est en direct de ma chambre d'hôtel de Las Vegas avec 9 heures de décalage que je vous fais un débrief de ce CES. Non, plaisanterie mise à part, vous aurez compris, effectivement, on le sait, les 170 000 personnes qui visitent généralement ce CES, eh bien, ont fait comme moi. Et elles ont assisté à ce CES en ligne, au travers de leur ordinateur.
Et puis, pour pas accaparer ce numéro des technos, je vais vous faire un très très condensé résumé de tout ça. On le disait hors antenne, l'expérience utilisateur, l'expérience humaine est totalement différente par la force des choses, puisqu'effectivement, c'est Microsoft qui a été le partenaire du CES pour essayer de cataloguer tous les exposants. Alors il y en a beaucoup moins, mais on a dépassé allègrement la moitié de ce qu'il y a normalement en présentiel. Il y a aussi beaucoup moins de participants, de visiteurs comme moi ou de médias qui sont référencés sur cette plateforme. Donc ils ont choisi Microsoft et c'est au travers de Teams qu'on peut aller visiter des stands. C'est la première grosse déception, c'est qu'effectivement, un peu à la façon de vignette très simple, le logo, le nom de la boîte, puis un bouton pour simplement s'inscrire, tout ça dans son agenda. Voilà, ça c'est la toute première entrée en matière avec les stands, avec les exposants. C'est très très décevant et surtout super frustrant. Là où effectivement, que ce soit en présentiel ou que ce soit en ligne, il y a encore beaucoup de boulot pour que les exposants se présentent mieux. Maintenant, cette édition a quand même rameuté des grosses pointures. Il y a quelques noms qui me viennent en tête. Je suis obligé de parler de Mercedes-Benz qui a fait une très très belle présentation. On le disait aussi hors antenne, la star de ce CES 2020, c'est le prompteur, puisqu'effectivement toutes ces conférences, si vous avez peut-être en tête la keynote de Apple de l'année passée, c'est ça, mais puissance 10 000, puisque tout le monde y est allé de sa belle présentation avec des beaux effets. Il y a Samsung qui a fait une très très belle keynote, Hisense aussi. Donc les Asiatiques sont pas en reste par rapport aux Américains. Moi j'ai regardé celle de Ford, j'ai regardé celle de Mercedes. Donc les Européens se prêtent aussi au jeu. Ça a une très belle allure, mais ça reste des séquences enregistrées. Puis qu'on nous diffuse à des heures et à des temps donnés. Et en marge de ça, il y a un studio comme un plateau télé très bien tenu. Ça c'est le savoir-faire de Microsoft. C'est jeune, c'est dynamique, ça ressemble un petit peu à de la télévision. Ça reste un truc un peu gnangnan à la langue puisqu'on fait que de l'eau. Et puis pour la petite parenthèse, la petite pique que je pourrais leur lancer, c'est qu'on vient de se taper en fait une présentation enregistrée et là ils arrivent avec le plateau à te ressortir des passages de la présentation qu'on vient de voir en vidéo. Ça marche bien quand on fait de la news, du live, des choses comme ça, mais là c'est juste un peu too much. Et puis je disais là en plaisantant, la grande star c'est le prompteur. Et là, je suis super déçu par l'équipe du CTA, donc l'organisation, l'association qui gère le CES, avec les incursions de Gary Shapiro et de toute sa team. C'est juste super fatigant de les voir mal préparés. C'est un peu comme si, pour ceux qui regardent cette vidéo maintenant sur YouTube, je vous parlais comme ça parce que je lis le texte qui est pas sous ma caméra mais à côté. Ça nous arrive. En plus, je fais ça avec le son, je bosse avec un micro pourri, voilà. Donc ça c'est super frustrant. Mais il y a des mauvaises langues en plaisantant qui disent mais tout ça c'est fait exprès, c'est pour qu'on revienne au présentiel l'année prochaine. Oui. Allez faire un tour sur YouTube. Il y a la ville de Las Vegas qui s'est fendue d'une vidéo très très marrante, où on voit We Miss CES, on vous attend l'année prochaine puisqu'effectivement tous les hôtels sont vides et la ville pareillement désertique. Maintenant, s'il faut faire très très court, mais peut-être t'as une question parce que je te sens parti. Je m'emballe parce que CES c'est ma cam. D'habitude, on va pas faire tout l'épisode sur le CES, mais et sur l'organisation du CES, mais je sais que j'ai vu Xavier juste au-dessus de moi lever le doigt très scolairement, comme moi je viens de le faire aussi. Donc je vais laisser Xavier poser sa petite question. Moi j'ai deux questions. Il y en a une à moi et une de Twitch. La première, c'est moi ce que j'aime bien quand je vais dans un salon, c'est me balader sans savoir vraiment ce que je veux aller voir, à l'exception d'un ou deux trucs. Et puis, tu as le regard attiré par quelque chose, ou bien tu vois une démo qui t'impressionne. Donc, si je comprends bien, cet aspect-là est complètement perdu, ou bien il y a quand même des solutions. Oui, alors clairement, ce qu'on nous propose, alors certes, ça a été mis en place, mais c'est Microsoft, donc ils savent quand même faire. Ça tient la route, mais ça ne permet pas de transposer effectivement cette partie d'expérience où on se perd dans les stands,
on se fait alpaguer par un exposant qui vous vend votre truc, etc. Puis tout d'un coup, ah mais tiens, c'est pas mal, j'y avais pas pensé. Eh bien, j'ai quand même trouvé, pour rester positif, une espèce de similitude à cette espèce de visite un peu impromptue. C'est le stock de vidéos. Le CES, depuis de nombreuses années, met à disposition du B-roll, c'est-à-dire en fait des stocks d'images, des plans de coupe, comme on dit dans le métier. Et étonnamment, j'ai pu accéder à tout ça. Généralement, c'est sur accès, c'est que pour les médias, ils font un code, etc. Et je me suis fait le CES comme ça, j'ai complètement mis de côté le listing normalement présenté, et c'est au travers des vidéos, au travers des vignettes, un peu comme si je regardais des stands pour me dire, tiens, qu'est-ce qu'ils font? On clique sur la vidéo, on peut en savoir plus. Pour le coup, c'est pas si simple, parce que bien sûr, c'est mal foutu, mais on peut après retourner sur le stand virtuel, et j'ai fait des belles rencontres un peu impromptues comme ça, grâce à ce fameux stock de vidéos qui est impressionnant. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de monde qui a produit du contenu pour être en ligne sur cette édition. Ce qui m'amène à penser, Thierry, que peut-être la solution pour l'avenir, pour ces grands événements présentiels et ces salons en particulier qui se virtualisent et qui se réinventent, c'est peut-être la mécanique TikTok ou chatroulette, tu vois, où un peu au hasard, tu tombes sur un stand et au talent du type qui tient le stand ou qui fait la vidéo, de t'alpaguer, de te tenir le plus longtemps possible. Je vois que Sébastien fait un peu l'amour, mais moi je trouve que ce serait une solution. Alors évidemment, tu choisis tes thématiques parce que tout ne t'intéresse pas. Non, mais par exemple, si tu t'intéresses uniquement aux télévisions de tel format, par exemple, ou tel autre, les machines à laver ou que sais-je, on va te proposer essentiellement des stands de machines à laver ou de télévision. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien. Il n'est pas d'accord, Sébastien. Il veut me dire. Non, t'as coupé ton micro, Sébastien, je pense, ou alors c'est moi. Lui, il aime bien les jacuzzis. Hein. Non, c'est ça. Alors, écoute, je veux te dire que honnêtement, si tu me fais un CES sur chatroulette et que le mec, il commence par « je vais te montrer ma grosse télévision », mais moi, j'ai peur. Hein. Je te parlais de la mécanique, le fonctionnement. Tu vois, pas les tenants et les aboutissants, parce que non, ça ne va pas du tout, évidemment. C'est comme TikTok, ça n'ira pas non plus. C'est un exposant qui va se mettre à chanter en playback du Dalida, ça ne va pas le faire non plus. Je veux dire. Non, c'est sur la mécanique, sur le fait de tomber au hasard sur quelqu'un que tu n'attends pas nécessairement. Voilà, c'est ça. Mais si je peux rebondir, parce qu'il y a un autre truc qui me manque. Bah oui, je rebondis, mais je suis pas encore si gros, j'ai perdu un peu de poids là. Et donc, moi, il y a un truc qui me manque fondamentalement si je vais au CES dans un autre salon, c'est que je passe sur tous les stands pour bouffer les bonbons. Comment tu fais quand tu peux plus aller sur le stand? Ça, c'est vrai. Bon, alors c'est vrai que c'est une question qui a été soulevée parce qu'il y a aussi les goodies. Hein. Il y a eu des belles années en matière de goodies. Je suis revenu avec bien plus que des clés USB ou des accumulateurs. C'est vrai que là, pour le coup, c'est un peu frustrant. Mais pour aller un petit peu dans ce sens-là, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise surprise. Il y a les mauvaises langues quand ils vont au CES qui disent ouais, ça c'est le coin de Shenzhen, donc le coin des producteurs chinois en OEM. Et en fait, ils étaient aussi très présents sur cette édition virtuelle. Cette édition en ligne regorgeait de fournisseurs chinois qui avaient aussi fait entre guillemets le chemin de s'exposer comme ça. Mais c'est vrai que là, pour le coup, pour les bonbons, il faudra attendre peut-être l'année prochaine. Alors un truc, on va clôturer tout doucement ici le sujet CES, Thierry, parce qu'il y aura sans doute des choses à dire dans les semaines à venir, des bilans à tirer. Oui, je reviendrai. Voilà. Je reviendrai. Je reviendrai. I'll be back. mais il va y avoir un manque quand même, puisque c'est la première année également où Olivier Ezrati ne va pas faire son fameux rapport du CES chaque année. Pendant, je pense, 15 ans, facilement. Il envoyait à la fin du CES un rapport très complet sur ce qu'il avait pu voir, avec photos à l'appui, etc. C'était très intéressant. J'ai pu voir Olivier Ezrati dans un autre live ce midi sur YouTube. Il disait des choses assez intéressantes parce qu'il a l'expérience comme toi du CES, mais il disait, est-ce que finalement, quand ces salons, ces grands rendez-vous se réinventent, est-ce qu'ils n'oublient pas le côté humain, le côté et l'humour surtout, le côté humoristique de la chose? Tout ça se prend quand même très fort au sérieux.
Ouais. C'est clair. Effectivement, ça, on en a parlé avec mes collègues Laurent et Bruno, que je salue et que je remercie, puisqu'effectivement, un peu à l'image de l'exemple que tu viens de citer, on va se retrouver à faire du débriefing pour 2-3 entreprises, même si ça s'est fait en ligne. Mais on est tous à se réjouir de pouvoir aller sur place, ne serait-ce que pour consommer local. Et là, je pense aux burgers de chez In-N-Out et les très bons steaks de chez Gallagher, qui est normalement un restaurant new-yorkais, mais qui existe aussi à Las Vegas. C'était pour finir sur une note gustative, voilà, pour faire le lien avec les bonbons. Exactement. Culinaire. Avec Thierry, on est toujours sur la bière ou sur la bouffe. Voilà. Il y a toujours un moment. Voilà. Je sais pas si Xavier ou Seb voulaient vite rajouter quelque chose avant de passer à la suite. Voilà. Juste pour suivre Twitch, cite-moi un truc qui t'a marqué au CES, peut-être au niveau objet ou innovation. Alors, c'est plusieurs objets. C'est Bruno, mon collègue, Bruno Chanel, qui a trouvé pléthore de casques et de masques ou d'appareils autour de la désinfection, tous autour de la thématique du Covid. Et moi, ça m'épate, parce que ça a l'air de rien, puisqu'effectivement, c'est à peu près au mois de mars que toute l'Europe a été un petit peu concernée de plein fouet par le Covid, et de savoir que ces gars ont développé en très peu de temps des technos. Alors, il y a une multitude de casques, il y en a des très beaux, hein. Il y a des systèmes avec aspiration, des trucs électroniques, pour juste les masques pour respirer. Il y a beaucoup d'appareils à base d'UV. Voilà, exactement. Il y a beaucoup d'appareils à base d'UV aussi pour nettoyer les objets. Et si j'avais un truc à noter, c'est effectivement la rapidité avec laquelle toutes ces innovations ont pu voir le jour, bien au-delà des protos, hein. Il y a quand même pas mal de ces objets qui sont déjà enclins à être sur le marché. Je voyais un petit truc, moi, en passant comme ça sur Twitter, c'est un autre Bruno Guglielminetti, qui partageait un écran mou. C'est-à-dire que c'est un espèce de parapluie avec un petit projecteur vidéo. C'est un parapluie avec un côté, une face translucide, et qui donc, le petit projecteur projette l'image de l'écran sur cette toile qui est donc du coup tendue. Et donc ça vous fait un petit écran de plage, un petit écran, voilà, pas gonflable, mais presque, enfin qui s'étend. Et je trouvais ça pas idiot du tout. Voilà. C'est des petits trucs comme ça, tu vois, ça arrive quand même à sortir du lot, oui, un peu comme sur un vrai CES où on a toujours le petit gadget qui ressort, et bon, il y a quand même des trucs qui émergent, c'est quand même pas mal. Ouais, pour répondre encore une dernière fois à Xavier, le touchless, ça il va falloir suivre ça de très très près. Il y a pas mal de techno où en fait on va pouvoir faire des choix, appuyer sur des boutons et même ressentir. Alors me demandez pas comment ça marche. Ouais, voilà, exactement, mais là où il y a du haptique, il y a aussi l'hygiène qui est citée comme avantage, et il y a des choses qui tiennent vraiment la route où on peut travailler même à plusieurs points. Ça, c'est des choses, à mon avis, sur lesquelles il va falloir être très attentif parce que là, les applications, elles sont bien réelles. Ok, bon bah écoute, merci beaucoup Thierry, merci pour cette intervention, on se revoit très très bientôt, et voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter, merci à toi, et à bientôt. À très bientôt, c'est pas bon. Ben oui, par exemple, salut. Salut Thierry. Et on dit merci Thierry. Et on était à la lettre A comme Amazon, tiens, ça c'est bizarre. On a mis le C avant le A. C'est parce que je voulais changer le A comme Amazon en B comme banni, mais c'est toujours pas dans le bon ordre, donc ça change rien. A comme Amazon, et c'est avec Sébastien qu'on va parler de ça, parce qu'Amazon a banni une série de produits de son store, et tu vas nous expliquer le pourquoi du comment du parce que. Oui, alors les produits, et je suppose que le fait de parler de certains points ici vont faire que nous allons être délistés, tant que la vidéo reste, c'est déjà bien, soyons contents. Mais le fait de citer des noms maintenant, bah, on peut avoir peur, tu vois, dire parler, ou ici Canon, bah, tu te dis, ces deux, rien que le fait de citer ces deux termes, on est déjà mal barré. Oui. Et en fait, effectivement, il y a eu toute une série, depuis le dernier podcast qui a été enregistré la semaine passée, il y a eu toute une série de mesures qui ont été prises par les différents géants américains. Et Amazon, le dernier vu, en tout cas pour ma part ces dernières heures, c'est Amazon qui bannissait toute une série de produits. Donc ils ont déjà foutu l'application d'extrême droite hors de leur serveur. Donc ils lui ont envoyé un message fin de semaine passée en disant en gros vous avez 48 heures et puis tant pis on coupe.
Évidemment, pour une boîte, tout migrer quand c'est pas prévu en 48 heures, en gros, on coupe. Et maintenant, ils ont décidé de prendre une série de produits, donc j'allais dire de cette association, mais c'est pas, voilà, de Canon, hein, de ce groupuscule extrémiste américain, et de supprimer ces produits et d'interdire totalement qu'on les reliste. Donc si tu les relistes ou qu'un autre compte le reliste, c'est simple, ton compte il se fera la malle. Sur le fond, il y a le fond et la forme. Et donc il y a effectivement, et on mettra 2 articles sur ce truc, il y a le fond et la forme. Sur le fond, c'est difficilement défendable. Bien sûr que vendre des produits d'extrême droite qui vont faire l'apologie de la violence, du terrorisme ou de toute autre action, c'est évident qu'aucune démocratie peut accepter ce genre de produit. Maintenant, ici, c'est en un coup, suite à un événement aux États-Unis, toutes les GAFA ont réagi. Mais c'est des trucs qui existent depuis longtemps. Canon est sur Amazon depuis des mois et des mois. Ils vendent ces produits depuis pas la nuit des temps, mais pas loin. Parler, ils ont déjà incité à la haine, à la violence, au meurtre, depuis des mois et des mois aussi. Et en un coup, Twitter a réagi en bannissant Trump de Twitter. Et il a publié toute une lettre ouverte pour dire, voilà, c'est dommage qu'on en soit arrivé là et qu'on ne puisse pas effectivement laisser la liberté de parole à tout le monde. Mais en même temps, il crée un précédent qui est assez grave, c'est que, et ça, il y a plusieurs politiciens qui réagissent, ça va dans les deux sens, hein, plein de politiciens qui disent c'est génial, on a enfin coupé la tête à ce rigolo. En même temps, c'est le président des États-Unis, et il l'est toujours pour quelques jours. Et là, tu as d'autres politiciens, dont des Européens, comme Angela Merkel, qui arrivent et qui disent donc, le patron de Twitter, Jack Dorsey, a le droit de vie et de mort sur la présence sur son réseau pour pouvoir effectivement s'exprimer. Sur son réseau, donc, oui. Mais sur son réseau. Mais je te coupe 2 secondes. Je vois, enfin, on voit tous vers quoi tu vas, mais on parle de censure. Moi, je suis pas d'accord du tout avec cette idée-là. Il n'a pas été censuré, Donald Trump. Il convoque la presse, elle est directement là. Il a tous les canaux de télévision qu'il veut. Il a un mode de communication qui est celui du président des États-Unis. Le compte POTUS existe toujours. Il n'a aucune difficulté à s'exprimer, et il s'exprime d'ailleurs, on l'entend. Tu vois. Donc, après, une plateforme comme Twitter, Facebook ou tout autre GAFAM de manière générale, ils ont des règlements qui doivent s'appliquer. Alors là où je suis d'accord avec toi et je te rejoins complètement, c'est qu'ils auraient pu l'appliquer depuis bien longtemps, parce qu'effectivement, l'appliquer maintenant, c'est un petit peu... c'est facile. C'est un peu facile aujourd'hui. Ils auraient pu le faire plus tôt. Bien plus tôt. Ça, c'est très clair. S'ils se réfugient, en tout cas, derrière cet aspect-là de leur boulot, de leur métier, qui est de dire, voilà, nous, on met à disposition une plateforme pour communiquer à nos conditions, parce que c'est notre plateforme, c'est pas du service public, ce sont des sociétés privées. Voilà. Mais c'est là, effectivement, je pense qu'on est d'accord à 99,9%. Hein, oui. Et c'est là que moi, ça me pose fondamentalement un problème. Il le coupe à une dizaine de jours à la fin de son mandat pour des trucs qui... il a appelé à la violence bien avant. Alors évidemment, les gens n'ont pas débarqué au Capitole avant. Ok, mais il a fait des appels à la violence plus d'une fois. Ces groupuscules ont diffusé leurs idées nauséabondes depuis des mois et des mois. Personne n'a jamais rien fait. Alors maintenant, c'est facile. Dans 10 jours, il est parti. Donc l'enjeu pour eux, il est très différent. S'ils avaient fait ça le premier mois du mandat de Trump, pendant 4 ans, ils allaient se faire couper la tête. Ouais. Ici, c'est un peu... on montre patte blanche en disant, vous avez vu, nous aussi, on sait filtrer la violence au moment où les démocrates arrivent au pouvoir. Je veux dire, je suis à la place des démocrates ou du président qui arrive, je la trouve quand même un peu saumâtre en disant, putain les gars, ça fait 4 ans que vous acceptez tout et n'importe quoi, et c'est maintenant que nous on arrive que finalement,
il faut faire le ménage. Eh putain, ça fait 4 ans qu'il fallait faire le ménage. Ça avait été reproché à Mark Zuckerberg d'ailleurs de manière très, très, très frontale, hein, à un moment donné, de faire. Est-ce que vous avez le droit? Est-ce que vous ne pouvez pas faire quelque chose pour contrer ce genre de propos, etc. Et il avait tourné un peu autour du pot, comme il a l'habitude de le faire souvent quand il s'agit de remettre en cause c'est du business. C'est du business, et donc c'est difficile à un moment donné, quand tu fais du business, de te positionner sur des aspects plus démocratiques. C'est toute la différence aussi. Voilà, on va pas trancher ici, hein, c'est très, très, très clair, mais c'est vrai qu'il y a une forme d'hypocrisie dans la réaction trop tardive, voilà. Ou alors on le fait pas du tout et on laisse les robinets ouverts et on dit c'est la justice qui doit décider. c'est une autre manière de voir les choses. Mais ça, à ce moment-là, tu fais plus de business. C'est ce qu'ils auraient pu faire. Honnêtement, s'ils voulaient faire ce genre de choses, ils auraient dû effectivement, il y a quelques mois ou au début, demander l'avis de la justice, d'un juge, d'un procureur, pour dire ok. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on réagit face à ce genre de truc? Mais ça, c'est peut-être pas dans la culture américaine non plus, peut-être. Peut-être plus que chez nous. J'aurais dit que si, c'est possible, ou en tout cas, ils auraient pu faire quelque chose. Ici, c'est fait de manière assez unilatérale. Honnêtement, la seule réaction possible maintenant, politiquement, c'est d'imposer une législation pour pouvoir dire voilà ce que vous devez, ce que vous pouvez et ce que vous ne pouvez pas faire au niveau des réseaux sociaux. Mais ici, clairement, le précédent, ça peut pas rester sans suite. Donc, ça promet un dossier intéressant pour les démocrates à gérer, en tout cas. Pas trop de réseaux sociaux. On a épinglé cet article-là aussi, je l'avais mis à l'image quelques instants. C'est très intéressant à lire. C'est très intéressant aussi, c'est le point de vue du patron de Twitter, hein, qui reconnaît lui-même que ça crée un précédent, que c'était sans doute la seule décision à prendre à l'instant, mais que voilà, ça crée un précédent et que du coup, ça va se payer. Ça va se payer à un moment ou à un autre. Mais là, ils se sont retrouvés un peu coincés par leur propre jeu, quelque part. Hein, l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire toutes les plateformes, parce on parle régulièrement de Twitter et Facebook, mais c'est pas les seuls, hein. D'autres aussi ont coupé les robinets, tous, entre guillemets. Oui, tous. Donc voilà, c'est ce qu'il fallait s'y attendre, et voilà. Si vous avez une opinion sur le sujet, et je ne doute pas que vous en ayez une, n'hésitez pas à la partager calmement, sans animosité. Oui, parce que c'est un peu politique. Hein, un petit peu, c'est pas trop d'autres trucs en général, mais là, en l'occurrence, ça touche quand même à des fonctionnalités du web. Hein, ça en fait partie, et donc ça, on en parle aussi dans les technos. Donc si vous avez une opinion sur le sujet, n'hésitez pas à la partager, et voilà, ça alimentera le débat, et voilà. Mais faites ça avec calme. Mais postez plein de commentaires, ça fera toujours plaisir. Oui, c'est vrai, ça va. Allez-y. Ça va aller. Allons-y gaiement. Passons à la suite aussi. C'est l'épisode de tous les dangers. Attends, t'es pas encore arrivé au W. Non, on n'est pas arrivé au W non plus. Donc, il tease déjà, c'est bien. C'est ça. Des comme Dark Web, Dark Market. Dark Market, Dark Vador. C'est lié. C'est lié. Donc forcément, c'est un marketplace, une place de marché un tout petit peu particulière, on peut le dire, Xavier. Mais c'est fini. On peut parler, c'est fini. Voilà, c'est trop tard. Voilà. Donc, le dark market, c'était le plus grand marché illégal au monde sur le dark web. Donc, le dark web, c'est ce web que tous les hackers, les personnes qui veulent pouvoir passer la censure d'un gouvernement ou autre utilisent pour communiquer, mais aussi pour faire du commerce illégal, vendre de la drogue, des médicaments, des armes, etc. Et le dark market était le plus gros marché illégal au monde. En quelques chiffres, c'est 500 000 utilisateurs, il y avait 2400 vendeurs, des bitcoins et des Monero transférés pour l'équivalent de 140 millions d'euros. Donc c'était quand même déjà une belle petite plateforme. Et ce site a été mis hors ligne dans le cadre d'une opération internationale qui impliquait plusieurs pays d'Europe et Europol. Et ce sont des enquêteurs allemands qui ont arrêté ce week-end un citoyen australien qui était l'opérateur présumé de Dark Market près de la frontière germano-danoise. Les agents ont
suivant leur enquête, fermé le marché. Ils ont coupé les serveurs. Ils ont saisi une 20aine de serveurs qui étaient basés en Moldavie et en Ukraine. Et les données qui étaient stockées vont permettre, en tout cas, les enquêteurs vont essayer d'approfondir l'enquête pour retrouver les modérateurs, les vendeurs et les acheteurs, ce qui ne sera pas toujours facile puisque avec le Bitcoin, c'est plus ou moins encore faisable, mais avec le Monero, il y a un manque de traçabilité évident, donc c'est vraiment très difficile de pouvoir remonter vers les personnes, donc ils vont essayer, et Europol a annoncé vouloir créer vraiment une équipe internationale spécialisée dans la lutte contre la fraude et contre le trafic illégal ou les propos parfois douteux qui peuvent être tenus sur cette plateforme. Pour collaborer avec d'autres partenaires de l'Union européenne et des services répressifs dans le monde pour limiter au maximum cette activité clandestine, quoi. Donc voilà, c'est une grosse plateforme qui a été fermée récemment. On imagine qu'elle va être très vite remplacée. Bien sûr, il y en a déjà d'autres. Donc c'est voilà. une qui disparaît, 10 qui reviennent. Hein. C'est un petit peu comme. Ça va faire grandir celles qui existaient déjà, qui sont des choses comme ça. Ouais, c'est ça, qui sont déjà présentes. Je ne sais pas si Sébastien avait un avis là-dessus ou pas, ou pas particulièrement, non. Surtout avec un micro fermé, ça ne va pas aider. Évidemment. C'est le numéro du micro fermé. Déjà, professionnellement, je passe ma vie à dire ça aux gens avec qui je suis en réunion. Fermé, machin. Mais tu vois, c'est parce que je ne veux pas faire de bruit, je suis gentil et tout, tu vois. C'est bien, c'est très saloperie, quoi. C'est une bonne habitude, je trouve. Mais bref, soit. Non, je dirais, bon, a priori, je n'achète pas de drogue, de dames de joie, de machin. Donc, personnellement, moi. Dame de joie, j'adore. Tu vois, Amazon. Oui, mais j'essaye de mettre des mots propres pour qu'on passe encore, tu vois. Tout ça pour dire une topu. Ah putain, ça y est, c'est fini. Donc, j'avais dit que c'était le. C'est toi qui montres l'exemple, hein. Comme il s'en lave les mains, du coup, voilà. Ouais. Donc, bon, ok. Mais c'est bien de savoir que ça existait quand même, et qu'il y a quand même des gens qui jettent un œil de temps en temps et qui voilà. Ouais, c'est le moment de monter un business, les gars. Oula, c'est le moment de monter un business, oui. Peut-être pas dans ce genre-là, mais voilà. Mais tu faisais bien de le rappeler, Xavier, aussi. Le dark web, c'est pas nécessairement que des tepus, des armes, de la drogue et du rock'n'roll. Ça peut être aussi un outil formidable pour les dissidents, pour pouvoir communiquer dans certains pays. On sait que c'est pas toujours facile de faire sortir de l'information, et c'est souvent par là que ça sort. Hein. Si vous avez des images de manifestations en Chine ou autre, c'est par là que c'est par là que ça, c'est par ce genre de chemin-là que ça passe. Ça. Voilà. Ouh là là, ça va être compliqué cet épisode. On est toujours qu'à la lettre D. I. On est à la lettre I. I comme Intel. C'est bien quand on donne un sujet à Seb. Il parle de son sujet et il ne dérape pas, en général. Hein. Nouveau patron chez Intel, nouveau CEO, ou quoi? On change? Nouveau patron, il change. Alors, c'est une excellente nouvelle. Voilà. Pas que les résultats d'Intel étaient mauvais. Financièrement, les résultats d'Intel sont pas mauvais, mais par contre, au point de vue technologique et même leur action, ils ont pris la soupe, puisqu'ils ont pris du retard sur, par exemple, la gravure en 7 nanomètres. Et puis AMD leur a quand même sucré quelques pourcentages de part de marché. Donc, ils ont passé une mauvaise année 2020 comme beaucoup d'autres acteurs, mais technologiquement, c'est pas de bol, parce qu'en général, les technologies ont bien tourné en 2020. Et ça se passe pas bien, et ça fait quelques années qu'ils essayent de choper le gars comme CEO d'Intel, et finalement, en voyant Intel souffrir, cette fois-ci, il a accepté. Et alors, c'est un tech qui est, il a quand même déjà une petite cinquantaine, et il a fait, alors, si je me trompe sur une année ou deux, sorry, mais il a fait quasi 30 ans chez Intel. Il était là déjà dans les 80-86, et il a participé à plein de trucs, dont un livre, il n'y avait pas beaucoup à l'époque, des tech, un livre sur la programmation du 386. Ça le ramène quand même il y a un certain temps. Donc c'est ce genre de gars qui est derrière, qui est très technique et qui en même temps sait très bien aborder les foules pour expliquer quelque chose de très technique à des gens qui n'ont pas forcément le niveau. Donc d'un point de vue présentation, il est très bon, et d'un point de vue technique, c'est vraiment un fan de technologie.
ce que n'était pas le CEO actuel d'Intel. Donc c'est pour ça que c'est assez bien accueilli par tous les employés d'Intel. Et donc voilà, il va rentrer en place dans les prochains jours. Voilà, tout le monde s'en félicite. Et alors, il faut savoir que donc ça fait quelques années qu'on essaye de le prendre comme CEO chez Intel. Jusque-là, il a toujours refusé. Et il était CEO dans une autre boîte pour laquelle il a fait un business qui est exceptionnel aussi. C'était chez VMware. Et donc, quand on voit un petit peu la manière dont VMware a explosé ces dernières années, bah, le CEO était là, c'était lui, c'est lui qui revient chez Intel. Donc, ça ne peut que présager. Alors, a priori, ça ne veut pas dire non plus charrette, hein. Il peut très bien se planter chez Intel, mais c'est un CEO de qualité dont Intel a besoin pour se relever face à la concurrence. Oui, c'est dans la vie d'une entreprise, de manière générale, il faut toujours à un moment donné le bon CEO au bon moment. Au bon moment. C'est ça. C'est peut-être le CEO de combat, entre guillemets, qui va permettre à Intel de reprendre peut-être un peu de part de marché, ou en tout cas de rendre de la confiance à un certain public ou à un certain mode d'actionnaire. Oui, alors, il faut une alternance en fait dans les boîtes technologiques, c'est ce que tu vois dans la plupart des sociétés de toutes les GAFA et les autres, sauf Facebook qui reste avec Mark Zuckerberg depuis un bail, mais en général tu as une alternance des CEO entre un visionnaire et un financier. Donc c'est ce que tu as chez Apple, visionnaire financier, et puis de nouveau un visionnaire, etc. Et donc tu as le gars qui va vraiment attirer les foules, les gars, les ingénieurs qui se disent ouais, c'est vraiment un leader, un mec que je respecte parce qu'il a vraiment une intelligence importante dans le milieu. Et donc il attire ses talents, il attire tout le public vis-à-vis de la marque. Et ici effectivement c'est quelqu'un qui a cette aura. Dans les commentaires, il considère que le retour de Pat Gelsinger chez Intel, c'est aussi important que le retour de Steve Jobs chez Apple. Donc tu vois la comparaison, hein, c'est vraiment ça. C'est ça que je pensais aussi, oui, effectivement. Ouais, donc c'est important, c'est un moment important pour Intel. J'espère pour lui qu'il va réussir son virage parce qu'il y a vraiment beaucoup de défis chez Intel. Ouais. Mais voilà, je voulais au moins le mentionner. J'espère du coup qu'Intel aura une bonne année 2021 et probablement une bonne année 2022 grâce à lui. Ouais. Comme dit Thierry, il arrive au moment où Apple abandonne Intel pour le processeur M1, quoi. Donc ça fait partie aussi du petit coup de canif, j'imagine, dans le contrat entre guillemets Intel. Mais bon, voilà, il faudra voir aussi où va mener l'architecture ARM, où ça va mener Apple. On imagine là, a priori, quand on regarde un petit peu, on se dit que voilà, il y a du potentiel, hein, clairement, mais c'est pas Intel n'est pas plus mal pour autant, il y a d'autres opportunités. Non, il y a plein de marchés, il y a plein de marchés, l'IoT est en pleine explosion, tu peux mettre des processeurs partout, ils ne font pas que des processeurs, mais en même temps, ils ont quand même pas mal développé toute la partie graphique, avec des chipsets qui commencent à tenir la route pour concurrencer de l'NVIDIA et de l'AMD. Tout le monde n'a pas besoin d'une carte NVIDIA qui fait du ray tracing sur un portable ou des trucs comme ça. Donc, il y a des marchés à prendre. Faut voir lesquels il ambitionne d'attaquer. Mais voilà, je suis curieux de voir les prochains coups d'Intel du coup sur le gars. Voilà. Affaire à suivre, comme on dit dans ces cas-là, sachez-le, donc le CEO d'Intel a changé, ça peut changer aussi la donne, pour nous, utilisateurs, hein, à un moment donné. Oui, ça va la changer. Ça va la changer, à terme, en tout cas, ça ne sera pas demain, ça va prendre un peu de temps, mais ça arrivera à un moment donné. Xavier, on parle de messagerie, M comme messagerie, c'est son dada. Pour l'instant, il n'arrête pas de nous énerver avec ça. On y est tous passés à cause de lui. On a tous quitté les messageries habituelles, hein, tout ce que tout le monde utilise. On l'utilise plus. Donc on communique plus avec personne. Il n'y a plus personne qui m'appelle. Parce que personne m'écrit sur Signal. J'ai pas personne n'y est. À cause de vous. C'est ça. Donc, alors, j'ai perdu tous mes amis à cause de Xavier. Bye bye WhatsApp, oui c'est ça moi aussi. Bye bye WhatsApp, Welcome Signal et Telegram, hein, c'est important aussi. Signal, on en parle quand même beaucoup. Beaucoup plus, il y a des raisons. Mais personne n'y parle.
Oui, c'est ça. On en parle plus qu'on y parle. C'est faux. Vas-y, Xavier, on t'écoute. Donc, en fait, donc voilà, la messagerie Signal, pour rappel, c'est une messagerie qui ressemble vraiment à s'y méprendre à WhatsApp, si ce n'est que elle respecte beaucoup plus la vie privée, puisque c'est pas un organisme qui a un but lucratif derrière. Et les seules données qu'il collecte, ce sont les coordonnées pour pouvoir faire la liaison entre les contacts. Et donc, pourquoi est-ce qu'on en parle beaucoup pour le moment? Il y a deux raisons. La première, c'est que WhatsApp a annoncé, en fait, a forcé ses utilisateurs à partir du 8 février à accepter des nouvelles conditions générales pour pouvoir continuer à utiliser le service. Donc, si vous utilisez WhatsApp, vous avez eu, et même si vous ne l'avez pas encore accepté, vous avez des petits rappels de temps en temps, comme quoi il y a des nouvelles conditions et que vous devez les accepter pour pouvoir continuer à l'utiliser. Et ce que vous devez accepter, en gros, c'est le partage des informations personnelles qui sont analysées dans WhatsApp et collectées dans WhatsApp avec la maison mère qui n'est autre que Facebook. Puisque Facebook a racheté WhatsApp. Alors, Elon Musk avait déjà parlé un petit peu du fait qu'il aimait pas trop Facebook, etc. Mais ici, il a fait la promo de Signal simplement en invitant l'ensemble des utilisateurs qui le suivent sur Twitter à installer l'application mobile. Donc il a fait un petit tweet où il met Use Signal. Et ce qui est marrant, c'est que ça a eu quelques effets de bord puisque Signal c'est tout d'abord glissé dans le top des téléchargements, donc sur le Play Store notamment. On en parle maintenant dans la presse vraiment partout. Et même si Seb n'a pas encore beaucoup de messages, ben moi j'ai eu ces derniers jours, j'ai dû avoir en 2 jours une vingtaine de contacts qui seront de notifications me disant qu'il y a des nouveaux contacts qui se rajoutent. Et je pense que c'est vraiment le moment. À la base, personne n'y passait parce que personne ne connaissait personne sur Signal. Et c'est un peu le jeu, hein, c'est que ces outils de messagerie, pour être utilisés, ben il faut que ce soit adopté en masse, et ça commence à être le cas. Mais un autre mauvais signal qui est passé, c'est la société Signal Advance, qui en fait est une société qui est active dans la medtech. Elle est passée en bourse de 0,6 $ à 70,85 $. Donc c'est une augmentation de 11 708% en bourse, tout simplement parce qu'il y a des gens qui se sont trompés. Ils ont entendu Elon Musk tweetait d'utiliser Signal. Ils se sont dit que le gars allait rentrer chez la société Signal Advance, qui n'a rien à voir avec ça, et qui a donc fait un bond en bourse gigantesque. Elle était toujours en dessous du dollar depuis 2015, et maintenant elle est montée à un moment à 70,85 $ sans avoir rien à voir avec ça, et c'est directement lié au tweet de Elon Musk. Et puis un autre qui essaye d'en tirer profit, c'est Microsoft, puisque Microsoft recommande aussi, merci Seb d'ailleurs qui m'a épinglé le sujet, Microsoft recommande aussi à ses utilisateurs de migrer vers Skype, et ils ont pris pour ça le compte officiel de Twitter pour tweeter que sa plateforme d'appel vidéo respecte évidemment la vie privée des utilisateurs et s'engage à garder les données personnelles privées, à pas les partager avec des tiers, et le tweet renvoie directement vers la déclaration de confidentialité de Microsoft. Alors, pour ceux que ça intéresse également, il y a on peut trouver facilement sur Google des images qui montrent la différence de données qui sont collectées par Signal. Alors le meilleur pour le moment, c'est Signal, et Telegram aussi qu'on connaît aussi, qui est aussi une plateforme, une messagerie chiffrée de bout en bout et qui collecte moins les données. WhatsApp collecte tout un tas d'informations aussi dans le but de les revendre, mais ça peut aussi, on m'a souvent dit, mais si tu utilises Facebook, ou quelqu'un qui utilise Facebook, pourquoi est-ce qu'il devrait changer pour Signal? Et en fait, pour moi, ça a quand même une importance parce que quand vous utilisez une messagerie, vous l'utilisez parfois pour des raisons totalement différentes de celles que vous utilisez pour les réseaux sociaux. Et si vous communiquez, par exemple, je vais prendre un simple exemple, avec un groupe qui est concerné par une maladie, parce que voilà, ça réunit un ensemble de médecins ou autres, eh bien,
WhatsApp pourrait en déduire que vous êtes soit atteint de cette maladie, soit que vous faites partie d'un ordre de médecins ou d'un groupe de médecins qui traite de ce sujet. Et donc, vous pourriez avoir de la publicité ciblée pour ça, ou bien vos informations peuvent être vendues à d'autres sociétés qui vont s'en servir, elles, pour vous profiler et vendre les données. Seb. Oui, je suis désolé, je peux pas laisser passer sur le fait du côté médical, parce que le côté médical est protégé en Europe. Alors que tu fasses en Europe. Oui, d'accord, mais on parle de données européennes, d'utilisateurs européens. Donc, à partir du moment où tu mets dans une base de données des informations médicales, cette base de données ne peut être plus consultée que par un médecin. Donc, ça ne passera pas à ce genre de publicité. Par contre, si tu fais un groupe pour parler de drones, de voitures ou que sais-je, là, je suis tout à fait d'accord, ça pourrait être analysé. Ça existe malgré tout, même sur Facebook, hein, il existe des... Et c'est bien malheureux. Mais de là à ce que ce soit exploité... Des associations. Oui, je suis d'accord. Mais je connais des associations de patients de maladies diverses et variées qui ont créé leur page sur Facebook sans penser un seul instant que mettant à disposition quelque part le simple fait d'avoir cette information, telle personne est intéressée. On ne dit pas qu'elle est malade, mais est intéressée par telle maladie, c'est déjà une information et commerciale quelque part. Et donc après dire où est-ce qu'elle est stockée, elle est stockée exactement de la même manière que celui qui a fait une page sur les drones. Hein. C'est exactement la même chose. Mais là, par contre, légalement, il y a un gros souci si c'est exploité. On est d'accord, mais je pense que ça va être difficile à prouver. Ils doivent effectivement respecter les RGPD en Europe et ils le rappellent en essayant de conserver les utilisateurs en Europe. Mais voilà, j'ai parlé de l'exemple de la maladie, c'est peut-être un mauvais exemple, mais par exemple des médecins qui seraient spécialisés dans l'étude d'une certaine maladie, là ça pourrait être, on sait qu'ils sont médecins, on peut du coup leur envoyer de la pub ciblée ou ce genre de choses. Donc après, ils peuvent encore te dire mais c'était délibérément les gens laissaient l'information alors qu'ils savent qu'on peut s'en servir éventuellement. Enfin, il y a tellement de biais possible, imaginable, ça devient compliqué pour l'utilisateur de se prémunir de ce genre de problématiques. Et quand on a un signal, entre guillemets, on se dit, tiens, finalement, c'est peut-être pas plus mal d'aller sur de telles plateformes. On a peut-être plus de chances d'être un petit peu à l'abri, justement, de ce genre de problématiques. Peut-être. Quand on voit par exemple que ICQ, je viens de voir ça sur le chat du Twitch. Oui, c'est les Russes depuis longtemps. ICQ est russe maintenant. Donc voilà, oui, mais avant c'était les Israéliens. C'était Mirabilis. Ah oui. Et donc c'était pourtant ils étaient au top. Enfin justement, les Israéliens étaient au top. Voilà, tu fais confiance à un pays, tu peux pas juger une société sur son appartenance à un pays. Mais par contre, j'ai quand même une question, peut-être un peu naïf, mais vous êtes sûr que suivant l'heure du tweet de Elon Musk, il demandait pas juste à ses gosses de les se laver les dents. Il y a plus. À mon avis, il s'est trompé de bouton, c'était le tag Amazon, tu vois, pour commander à côté du lavabo. Et voilà, c'est possible, c'est effectivement tout à fait possible. Bref, je pense qu'on a bien fait le tour de cette question. On parlera encore de Signal dans les semaines et les mois à venir, à mon avis, et de cette problématique, effectivement, de ce qu'on fait avec nos données. Moi, ceux qui nous suivent depuis longtemps maintenant savent que je suis assez critique à l'égard de Facebook et de ces plateformes-là, donc on ne manquera pas, évidemment, de s'en faire l'écho. N'hésitez pas, vous aussi, à partager votre expérience dans les commentaires, que ce soit ici, au moment où nous enregistrons via Twitch, mais également, bien sûr, sur YouTube, sous la vidéo, ou sur notre site, lestechno.be. Tiens, on va parler, on était à la lettre N comme nationalisation, on va parler d'Alibaba, évidemment, parce que déjà la semaine dernière, on cherchait Jack Ma, donc on est obligé de continuer quelque part à en parler, parce que l'affaire n'est pas close. On nous approchait, juste une petite parenthèse, on nous approchait de ne plus avoir de mots à mettre en commentaire, tu vois, des petites énigmes et des trucs comme ça. J'ai quelqu'un qui nous a fait ce commentaire-là en disant « Oh, c'est dommage, je ne fais plus ça ». C'est vrai. On ne l'a plus fait. Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait demander à nos amis de mettre en commentaire pour voir titiller les algorithmes de mettre Xi Jinping, comme ça, que le mec il sache le mettre. Le mec qui écrit sans faute, il a déjà tout notre respect.
Oui, c'est ça. Donc, le président chinois, on a besoin du nom du président chinois, orthographié correctement, en commentaire pour titiller les algorithmes. Voilà. Ah oui, là, et nous, on ne pourra plus aller en Chine. Ça dépend quel alphabet tu utilises. Hein. Oui, c'est ça, effectivement. Donc, n'hésitez pas, allez-y, Franco. Ah, t'as peur, hein? Non, ça va, j'ai peur de rien, moi. Je suis peur de rien. Alibaba devient une entreprise publique, point d'interrogation. Drôle de question. Eh ben oui, donc on n'a pas retrouvé Jack machin, et on vient bientôt plus tout à fait retrouver Alibaba. Donc ils sont. Alors le sujet est assez court parce que évidemment les Chinois ils sont un peu avares en commentaire sur ce qui se passe, mais ce qui se passe pour le moment, donc ce qu'on en sait, c'est que Alibaba a reçu une jolie missive leur disant qu'ils étaient convoqués à une réunion, sachant que le gouvernement chinois a publié il y a quelques semaines un petit plan expliquant comment ils allaient nationaliser une série d'acteurs technologiques. Et donc tout ce qui est gros acteurs technologiques qui servent les intérêts de la Chine aux Chinois, donc tout ce qui est national, hein, en gros, ils se sont dit, bah, plutôt que de laisser ça à des privés, ça va être renationalisé. Donc, apparemment, Alibaba et d'autres, Tencent ou le troisième, le groupe Ant Group, celui-là, voilà. Et ben, c'est tout ce qui est paiement et compagnie, si je ne me plante pas, eh bien, ça va tomber sous la coupole. Ça devrait tomber sous la coupole du gouvernement chinois. À l'annonce de ce truc, le cours d'Alibaba, qui est au Nasdaq, s'est effondré. Parce qu'évidemment, ça sent pas super bon pour les petites actions aux porteurs si un gouvernement veut nationaliser la société. Je pense que 2021 sera assez emblématique sur ce point ici, parce que effectivement, ça a vraiment l'air d'être quelque chose qui est ancré dans la déclaration et dans la volonté du président chinois. Et si on fait qu'effectivement, tu vois toutes les sociétés technologiques chinoises qui deviennent en un coup des sociétés gouvernementales, quelle est la réaction que l'Europe ou les États-Unis doivent avoir? Ça va pas être super facile. Je suis désolé, on fait 2 fois de politique sur mes sujets ici, oui. Mais moi, ce genre de truc, ça me fait assez peur, parce que c'est des grosses boîtes qui, pour certaines, ont intégré beaucoup de sociétés européennes, qui sont intégrées beaucoup en Europe, et qui, demain, vont être nationalisées. Donc, tu dis, c'est gênant. Juste pour information, en Belgique, on va avoir l'ouverture d'un hub Alibaba dans pas très longtemps, hein, je pense, du côté de Charleroi ou de Liège, je ne sais plus. Donc voilà, effectivement, ça pose des questions, parce que c'est pas le même contrat, du coup. Enfin, c'est pas les mêmes applications. C'est différent, hein. C'est un peu particulier quand même. Donc voilà. Alors moi déjà, acheter des cochonneries chinoises, ça reste des cochonneries. Hein, je trouvais ça déjà un peu limite d'un point de vue juste, je veux dire, bêtement écologique, hein, parce que voilà. Mais et puis du point de vue éthique aussi, par la même occasion. Alors en plus, si c'est Xi Jinping qui s'en fout plein les fouilles, si je puis dire. Voilà, il a quand même annoncé, apparemment, le président chinois a quand même cette semaine reconnu que sa politique économique ne va pas porter tous les fruits escomptés. Donc, il risque pas d'être destitué. Hein, de toute façon, il peut y aller, il peut dire ce qu'il veut. Non, ça. Il s'en fout, lui. Il peut lancer une attaque sur le capital chinois. Il n'y a pas de souci. Aux États-Unis, c'est Twitter qui coupe la chic au président. En Chine, il coupe la chic à tout le monde. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'on reverra Jack Ma un jour. Voilà. Je sais pas, ça reste à voir. D'abord, on pensait dans Twitch, on dit qu'il y a un nouveau resto de viande de cheval qui s'est ouvert comme par hasard, quoi. Oui, évidemment. Non, mais d'abord, on pensait que c'était un petit burn-out, hein, mais c'est un plus gros burn-out que ça, quoi. Donc voilà, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Non, c'est pas marrant du tout, parce qu'il y avait quand même tout autour de Jack Ma. Il y a toujours d'ailleurs autour de Jack Ma toute cette imagerie du type qui a réussi, qui est parti de rien, mais il a critiqué le pouvoir. La réussite. Hein, il a un peu critiqué le pouvoir, mais en même temps, le pouvoir, l'a un petit peu mis là où il était aussi. Donc, c'est une relation amour-haine un peu particulière quand même. Hein. C'est particulier. Voilà, ça nous rappelle la réalité de la Chine. La Chine n'est pas une démocratie. Non, voilà. Il tue des virus très très vite, mais pas démocratiquement.
Voilà. C'est comme ça que ça se passe. On peut passer à la suite, peut-être. Oui. On est à la lettre R comme réseaux sociaux. On va encore parler de réseaux sociaux dans cet épisode. Grosse fuite de données chez Facebook, Instagram et LinkedIn. C'est une grosse fuite. Hein. On peut vraiment le dire. Belle fuite. C'est une toute belle fuite. Donc il y a de fortes chances pour que parmi nos auditeurs, il y en ait quelques-uns qui soient dans la fuite. J'ai l'impression, vu le volume. Alors en même temps, ça tient sur un disque dur, hein, parce qu'il n'y a que 400 gigas de données. Oui, mais enfin... c'est 400 gigas de données qui contiennent les données personnelles de 214 millions d'utilisateurs. Voilà. Donc ça, c'est déjà plus parlant. Donc c'est une jeune entreprise chinoise. Hein. On reste dans le sujet. C'est une entreprise chinoise qui s'appelle SocialArcs, qui est une société qui gère des médias sociaux. Et en fait, il y a une société de sécurité qui a recherché les failles sur la DB de la société et qui a vu que les données étaient exposées complètement publiquement, sans aucune protection par mot de passe ni cryptage. Donc ça veut dire que n'importe quelle personne qui connaissait l'adresse IP du serveur, puisque le serveur était public, pouvait accéder à ces données. Et les données qui étaient stockées là-dedans, c'est des données qui ont été récoltées en scrapant, donc en parcourant et en téléchargeant tout le contenu des plateformes, ce qui est d'ailleurs contraire aux conditions d'utilisation de Facebook, d'Instagram et de LinkedIn. Et c'est malheureux parce que c'est pas la première fois. En août 2020, il y a déjà une faille qui avait exposé les données personnelles de cette entreprise, hein, donc depuis cette entreprise, donc les données personnelles de 66 millions d'utilisateurs de LinkedIn, 11,6 millions de comptes Instagram et 81 millions de comptes Facebook. Donc après avoir un premier cas comme ça, c'est quand même très malheureux d'avoir un deuxième cas pour exactement la même problématique. Et les données qui ont été collectées, donc c'est des données qui permettent vraiment d'identifier les personnes, puisque on a par exemple le nom complet des personnes, le pays de résidence, le lieu de travail, leur poste, les données des abonnés, les coordonnées et les liens directs vers les profils. Donc on peut vraiment savoir qui vous êtes et où vous êtes, ce que vous faites, où vous habitez. Alors en Belgique, on a été plus ou moins, je dis bien plus ou moins épargné. En France, par contre, là, il y a vraiment une grosse partie des utilisateurs qui est concernée. Et si vous voulez vérifier tout ça, il y a un site notamment qui reprend ça, qui est compliqué à écrire, mais qui est Have I Been Pwned, qui permet de savoir si votre adresse mail ou autre est répertoriée sur des sites qui sont fait hacker. Si vous êtes un minimum présent sur différents forums ou sites ou autres, ça a d'office déjà été le cas. Et donc, à part changer d'adresse mail régulièrement et de ne pas utiliser le même mot de passe partout, comme on le dit et on le répète sans cesse, il n'y a pas d'autre solution malheureusement. Seb, un avis, une question, une remarque Je dirais, quand tu regardes les datas, pour la plupart, c'est des datas que tu peux effectivement scraper quand tu vas sur les portails ou quand tu peux utiliser le Graph API sur Facebook. Hein, tout ce qui est LinkedIn, par exemple, c'est les infos profils. Si tu laisses ton profil public, voilà, c'est accessible pour tout le monde. Et c'est des réseaux où justement tu as intérêt à laisser public parce que le but c'est de faire des contacts. Bien sûr. Ouais. Alors que d'autres personnes l'utilisent à des fins plus malveillantes ou de contrôle. Je suis même pas sûr que la Chine ait réellement eu besoin de ça pour avoir la liste de tous les habitants du monde entier pour pouvoir les suivre. Mais maintenant, ils savent ce qu'on fait, ils savent que bouffe notre chien et si on fait des photos de pissenlit ou de que sais-je. Et quelle maladie on a. Quelle maladie on a. Maintenant, en même temps, ils savent aussi sur quoi on danse, ils ont les vidéos de toutes nos maisons, et donc avec TikTok, voilà, ils ont aussi... j'ai pas envie de ressortir de la politique, mais peut-être que là-dessus, Trump... tu vois? Non, mais enfin, oui. Bon, après, on accepte. Et quel est le risque pour tout un chacun? Il faut se poser la question.
Oui, c'est ça. Il y a une question, elle est ouverte d'ailleurs. Hein. Je le vois régulièrement, des associations diverses et variées qui en parlent, qui ouvrent le débat sur nos data, jusqu'où aller, ou jusqu'où ne pas aller plutôt. Tout ça, ce sont des questions je voyais encore parce que je suis abonné à Internet Society France, a lancé un mouvement qui s'appelle Ibasti, qui traite justement de cette question-là, qui est une espèce de table ronde qui pose des questions, et probablement les bonnes questions sur que faisons-nous de nos data. Voilà, la question est ouverte. On aura peut-être l'occasion, peut-être un jour, chez les technos, aussi de faire une table ronde, de faire un bonus, un hors-série ou que sais-je, avec différents intervenants pour en parler. Dites-nous en commentaire si c'est le genre de choses qui pourrait vous intéresser éventuellement, pour vous faire une opinion. Ça fait partie de la GDPR. Hein. Dans la GDPR, tu dois effectivement avoir une analyse d'impact en cas de data breach, pour dire si effectivement on récupère tes données, quels sont les actes illicites qui pourraient être en découler. Mais bon, la plupart du temps, c'est créer de fausses identités sur base des profils qui ont été là. Maintenant, c'est une discussion que j'ai eue cette semaine avec certains politiques en Belgique. C'est pas le fait que ces données ne soient pas dans une base en Chine qui va justifier que tu es plus en sécurité. Voilà, on a tes infos. Pour la plupart, elles sont quand même publiques. Si juste à tes infos publiques, un mec réussit à ouvrir un compte en banque ou avoir accès à un compte à toi, je trouve que la problématique, elle est pas tant le fait d'avoir eu accès à tes data, c'est le fait de savoir réussir à ouvrir un compte. Donc c'est la banque qui ne met pas le truc suffisamment en sécurité. Donc je suis pas toujours sûr qu'on mette le truc du bon côté, le curseur du bon côté de la sécurité. Si tu ne prends que cet angle-là, mais il faut regarder tous les angles possibles. On a déjà évoqué ici, par exemple, cette possibilité d'acheter des informations des trackers physiques, vous voyez, les monstres connectés, etc., pour éventuellement certaines compagnies d'assurance calculer différentiellement les primes d'assurance en fonction du fait que tu fasses beaucoup de sport ou pas beaucoup de sport, par exemple. Ça pose quand même problème, hein, à un moment donné, sur le côté égalitaire ou de l'équité, ou de... Voilà. Enfin, écoute, là, il y a des solutions. Je vois que David, qui est donc un de nos chroniqueurs, est aussi sur Twitch. David a plein de solutions pour ça, avec des trucs imprimés en 3D, où tu mets ta montre dessus ou ton capteur, et qui va faire tourner pendant une demi-heure tous les jours pour s'assurer, faire croire que tu fais un hacker le système. Oui, si quelqu'un joue à ça, on peut hacker le système. Voilà. Ça, c'est juste pour justifier une activité douteuse qu'il a de temps en temps. Non, c'était un collègue qui chassait du Pokémon. Non, mais on est d'accord, il y a moyen de hacker le système, mais ce sera toujours aux dépens de quelqu'un d'autre, et pas de l'entreprise en l'occurrence, pas de la société. Voilà, c'était pour la boutade, on est tous bien d'accord avec ça. Vous avez quelque chose sur le médical aujourd'hui, hein? Oui, et toi sur la politique. C'est ça. Ah ouais, mais c'est parce que tu as parlé avec des... Est-ce que le nom de politique se termine par Michel? Bon, allez, on passe à la suite. Salut. Oui, c'est comme ça. S comme start-up, et on va encore un tout petit peu parler du CES, mais juste parce que c'est le contexte, en fait. Ouais. C'est à l'occasion donc du CES, on le sait tous maintenant, c'est l'occasion de remettre des prix dans différentes catégories, et il y a une catégorie start-up, enfin il y a certainement des sous-catégories aussi, mais quand même une des start-up belges émerge dans l'ensemble des prix qui sont octroyés à l'occasion du CES, Xavier. Ouais, donc c'est une société belge, tu l'as dit, qui est namuroise. Elle s'appelle Sunrise. Elle a été fondée en 2015 par Laurent et Pierre Martineau. Elle a remporté le CES 2021 Innovation Awards Honoree. Donc c'est dans la catégorie santé et bien-être pour sa solution qui est capable d'analyser les problèmes de sommeil. Alors le prix a récompensé finalement 10 ans de recherche et de développement de la société, et ça se présente en fait sous une application et un capteur intelligent
de 3 grammes qui peut être utilisé à la maison et qui permet de détecter les problèmes respiratoires pendant le sommeil, donc typiquement l'apnée du sommeil qui touche pas moins d'un milliard de personnes dans le monde. D'après les chiffres, on voit qu'il y a un homme sur 2 et une femme sur 4 de plus de 40 ans, donc on est sûrement concernés, certains d'entre nous. Oh oui. Et ça reste quand même à 80% des cas une maladie qui n'est pas diagnostiquée. Entre autres parce que les diagnostics sont compliqués puisqu'il faut passer une nuit à l'hôpital. Quand on est à l'hôpital, on est bardé de capteurs, on passe pas forcément une bonne nuit simplement déjà parce qu'on n'est pas dans son environnement, ça coûte cher, etc. Et il y a quand même des risques accrus de diabète, de maladies cérébrovasculaires et d'hypertension qui sont associés à ça. Donc on reste dans le médical, hein, Seb. Sunrise, eux, permettent une analyse du sommeil grâce à l'intelligence artificielle et à l'analyse de micro-mouvements. Donc c'est un petit capteur qui ressemble grossièrement à un nœud papillon, on va dire. Et donc c'est l'analyse de micro-mouvements sous le menton qui sont provoqués par les contractions des muscles respiratoires pendant la nuit, qui sont analysés et le capteur permet d'afficher plus précisément que les autres solutions existantes sur le marché les résultats. Alors le capteur est déjà disponible en Belgique, il y a déjà quelques mutuelles même qui font un remboursement pour ça, et je trouve que c'est une chouette solution pour les personnes qui souffrent de ça et qui n'ont vraiment pas envie d'aller passer une nuit à l'hôpital, et donc ils reportent ces tests, et puis c'est belge, donc bravo, quoi. C'est un peu de chauvinisme belge. Voilà, en tant qu'à faire. On parle beaucoup de la Suisse avec Thierry. Pour une fois, c'est... Voilà. Mais moi, je trouve ça assez mignon. Voilà, c'est belge, c'est bien. mais ceci dit, je pense que c'est avec Sébastien que j'en avais parlé une fois justement de l'apnée du sommeil, etc. Et des solutions à domicile, parce qu'il en existe. Hein. Je pense que toi-même, Sébastien, tu en avais testé ou utilisé une des solutions à domicile à une époque. Non, moi j'ai testé ce truc. Ah, ce truc-là, d'accord, ok. Et ça donnait des résultats. Oui, toi, tu t'es fait opérer après. Je me suis fait opérer. Ouais. On m'a opéré du sommeil. Non, parce qu'il y a des raisons en général après, mais on peut parler des heures de médical si vous voulez. Là, pour le moment, on est je suis calé, vous n'avez pas été sur du neurologique, on peut en parler pendant des heures. Et donc, ici, non, c'est effectivement sur de l'ORL. Et quand il y a encore énormément d'hôpitaux en Belgique qui font du test de sommeil en hôpital, et donc tu te retrouves avec une chier de capteurs dans un lit avec... Vous avez l'image, c'est qu'une partie des capteurs. Hein, c'est la réalité. Hein, c'est pas juste... C'est la réalité, et tu es dans un truc médicalisé, t'es pas chez toi, tu dors mal, c'est l'enfer. Donc c'est... les résultats... là, c'est la réalité, ça ne t'empêche pas, parce qu'en plus, va tourner, parce que t'as des problèmes parfois sur le côté et pas sur le dos. Non, tu peux pas tourner avec ça. Tu dois dormir sur le dos. Moi, j'ai un ami qui l'a fait, et on lui dit « Ah non, vous devez dormir sur le dos, monsieur. » « Mais je ne dors jamais sur le dos, madame. » « Ah ben, vous allez quand même le faire. » Il n'a pas dormi. Ils ont quand même trouvé des solutions, des machins, etc. C'est quand même très mais c'est mal foutu. Alors que ce petit truc, quand tu dors justement sur le côté, ça te permet de faire d'avoir les mesures. Et il disait, quand tu es sur le côté droit, sur le côté gauche ou sur le dos, tu as des apnées ou tu n'as pas d'apnée. Donc le truc est vraiment bien fait, bien foutu, et c'était super facile d'utilisation. Donc oui, franchement, les gars ont fait une certaine révolution dans la détection d'apnée du sommeil. Et en médical, on n'est pas mauvais en Belgique. Hein. Oui, bien sûr. Alors, il faut le dire aussi en passant, ici c'est issu d'une recherche, il y a un accessoire à utiliser, etc. Oubliez les applications qui vous vendent du rêve en disant on va analyser votre sommeil avec le micro du smartphone et machin, etc. Ça ne marche pas, ça je peux vous le dire, ça enregistre peut-être vos ronflements, ça oui, mais pour le reste ça ne va pas faire grand chose d'autre. Ici on est vraiment sur quelque chose qui était reconnu, qui est validé par le corps médical, etc. Hein, donc voilà. Ouais, c'est remboursé par la mutuelle en Belgique, mais si vous n'avez pas envie d'aller chez le médecin, parce que vous dites j'ai envie de tester mais je suis pas sûr, si vous êtes un peu parano, vous pouvez le faire ça coûte 89 €, tu vas sur le site, tu l'achètes et c'est parti. Hein.
Oui, c'est ça. C'est pour se faire rembourser 80 €. Mais c'est à usage unique, si j'ai bien lu. Hein. Oui, correct, tout à fait. Hein, il faut le rendre, d'ailleurs, le petit Pitonio. Hein, je pense il faut Mais ils le recyclent, quoi. Ils disent qu'ils le recyclent, c'est pour ça. Ouais. Donc, mais voilà. Avec une enveloppe affranchie, d'ailleurs. Voilà. Ceci dit, il y avait une entreprise, je ne sais pas si c'est en Belgique ou en France, qui... apporter à domicile le matériel qu'on a vu précédemment, le bardage avec les capteurs sur la tête, machin, etc., qui venait l'installer à domicile, qui venait le récupérer le lendemain matin, ça n'était pas moins inconfortable que cette nuit passée à l'hôpital. Hein. C'est juste le fait qu'on vous l'apportait chez vous. Voilà, c'était peut-être plus confortable, entre guillemets, de le faire à domicile, mais sans plus, quoi. Donc, voilà. Même si vous vous en rendez pas compte, parce que vous ne pouvez pas vous rendre compte que vous faites des apnées du sommeil, parce que par définition, vous dormez. Donc, si vous vous sentez fatigué quand vous vous réveillez tout le temps le matin, si vous posez des questions, 89 balles, c'est pas trop cher pour récupérer, pour au moins avoir l'info si tu fais des apnées ou pas. Si tu fais des apnées de sommeil, il y a des solutions. Soit c'est effectivement une opération au niveau du nez, au niveau des amygdales, si tu les as encore, au niveau du palais. Il y a des trucs, il y a des magnifiques ORL en Belgique aussi. Et franchement, ça change la vie d'une personne, hein, de pouvoir dormir. Oui, ça simplement avoir de nouveau un vrai sommeil. Sommeil réparateur. Moi, j'y pense sérieusement. Voilà, sans publicité aucune. Hein, j'ai pas d'action chez eux, mais on va y réfléchir. Ça va être pour l'année 2021. On va dire ça comme ça. Si on passait à la suite, alors qu'on salue David qui va faire dodo parce que lui, il est en Thaïlande et qu'il est fort tard. Là, on va le réveiller. Presque tôt du matin. Presque. Donc on le salue et on lui dit à bientôt. Le oui mais non qui conclut donc souvent un épisode des Techno. Le oui mais non, c'est l'actualité improbable, technologique certes, mais improbable. C'est la suite d'un autre oui mais non. On avait déjà évoqué cette affaire-là à une époque. On s'était tous déjà tapés sur les cuisses en rigolant comme des bossus. Et donc, mais c'est le grand retour de cette information. Je ne sais pas qui la traite en fait. C'est Sébastien ou c'est... C'est kiff, mais je veux bien prendre le blâme on sera démonétisé. Et donc, effectivement, on l'a traité il y a quelques mois, même, je pense. Hein, ça doit être un truc de octobre, un truc comme ça. Ouais, c'était en octobre. Et donc, c'est une start-up chinoise, une boîte chinoise qui a sorti... une ceinture de chasteté pour hommes, hein, donc voilà, ça, c'est le truc. Je préférais le ouais mais non avec le testicousi, je trouvais ça nettement plus sympathique parce que là, le nom sonnait, ça chantait. Testicousi, c'était, tu vois, avec le petit écureuil, c'était mignon, quoi. Là, Italian made design. Voilà, on vous renvoie à un précédent épisode il y a quelques temps, tapez dans le moteur de recherche, tapez testicousi, à mon avis, vous allez tomber dessus. Et là, voilà, donc c'est un truc qui est contrôlé par une application. On avait annoncé qu'il y avait un hack sur le truc, que c'était pas sécurisé et donc que n'importe qui pouvait avoir les infos et loquer ton truc éventuellement à distance. Pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est un bidule qui emprisonne la zigounette. Voilà. C'est ça. Voilà. Et c'est un des auditeurs qui nous a écoutés, qui a vu qu'il y avait une faille et qui en a profité, quoi, en gros. Oui. C'est un peu ça, sans doute. C'est possible. Mais bon, là, c'est gênant parce qu'il il demande des rançons et donc, les mecs, les Chinois, toujours encore eux, c'est un numéro chinois, ils ont pas corrigé, ils s'en foutent. Et donc, ici, c'est simple, il y a un mec qui commence à loquer les trucs au hasard et une fois qu'il l'a bloqué, il envoie un message à l'utilisateur en disant, voilà qu'elles sont bien au chaud. Soit elles vont rester bien au chaud pendant très longtemps et bonne chance pour toi, soit tu m'envoies 0,02 bitcoin et ton petit oiseau, je libérerai. Donc voilà, c'est à user avec parcimonie, ce genre de bitonio. Pour vraiment tout mettre dans le même panier, ça expliquerait la tête de Trump ces derniers jours. Il est un peu coincé, comme ça, un peu... voilà, c'est comme ça, on fait la totale. Hein, oui, parce qu'il ne veut pas faire de bitcoin, lui, donc, comme on lui demande 0,02 bitcoin, c'est pas... Mais non, mais en fait, le gars d'Alibaba, c'est ça, il est coincé chez lui, il n'ose plus sortir avec ce truc.
Oui, c'est ça, il est coincé de chez coincé. Il ne peut plus sortir de chez lui. C'est quand même embêtant. Et pas que pour faire pipi. Faites attention en faisant confiance avec vos bijoux, avec ce genre de trucs quand même. Ne faites pas n'importe quoi et vos données personnelles. On va appeler ça comme ça. Avant, on appelait ça les bijoux de famille, on appelle ça les données personnelles. Les gens peuvent les emprisonner à un moment ou à un autre. Bon, ben voilà, qui conclut donc gentiment un épisode des Technos, le 2e, je le disais, de l'année 2021. N'hésitez pas à le commenter, cet épisode. N'hésitez pas à le partager, également à mettre des pouces sur YouTube, c'est toujours bienvenu, évidemment. N'hésitez pas également à en parler sur vos réseaux. Je ne vais pas dire les réseaux sociaux, mais vos réseaux, parmi vos amis, si vous avez des amis. Et ça, c'est bien, du coup. Parce que plus on est de monde, plus c'est drôle. Et aujourd'hui, on était pas mal nombreux pour une fois sur Twitch. Enfin, pas mal nombreux. Ça va très vite se calmer, hein. On était 20. Donc, mais c'est bien. C'est sans faire de publicité aucune. C'est rigolo. Et puis, on va certainement se retrouver aussi en podcast pendant votre jogging et autres. Passez une très très bonne soirée, ceux qui nous écoutent en direct. Passez un très bon moment. Je ne sais pas ce que vous avez l'intention de faire après l'écoute d'un podcast des Technos, mais faites-le et faites-le bien. Et surtout, prenez soin de vous. Merci les gars, merci Xavier, merci Seb. Ciao. Et on se dit à très bientôt. Salut.